Monsieur le conseiller principal du président de la République au Collège Culture, Art et Patrimoine, distingués invités en vos titres et qualités, femmes d'Afrique, hommes d'Afrique, notre colloque sur la reconstitution des biens culturels des Africains et la Renaissance africaine va se clôturer aujourd'hui. Les discours officiels seront faits ici pour vous remercier, mais permettez-moi de prendre une initiative, celle de demander aux participants de saluer là où ils sont, le professeur Théophile Obenga qui nous regarde depuis le Congo-Brazzaville et qui a été ici au Congo tout le temps pour nous parler de la Renaissance africaine, pour nous enseigner, et nous soutenir et nous conforter. Les participants doivent avoir aussi une pensée pieuse en mémoire du professeur Kamana, qui a reconstruit pour nous les esprits faibles, la Renaissance africaine dans des termes plus clairs, et qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et qui a été enterré dans la terre congolaise de Goma. Ceci dit, je peux me permettre de dire que ce colloque, on ne dirait pas de ce colloque qu'il est passé dans les annales. On dira de ces colloques que c'est un moment décisif pour une action déterminante que les Africains vont, à partir d'aujourd'hui, prendre pour prendre leur destin en main. Ce qui a été fait ici ressemble, à ne pas en douter, à ce que nous avons connu au mois de juillet 1960, quand Lumumba a organisé la dernière conférence panafricaine ici à Kinshasa. Donc c'est un moment d'une importance capitale, on s'en rendra compte. C'est pour cela que, tout en vous remerciant, je crois que les officiels vont prendre cette parole, j'annonce tout simplement qu'après moi, le président du comité d'organisation va prendre la parole pour remercier les participants. Après ces remerciements, nous donnerons la parole au professeur Binan Bikoy, pour nous faire une leçon de clôture consacrée aux humanités africaines. Il faut le dire, la Renaissance africaine, c'est une renaissance des humanités africaines. On nous a dépouillé de notre humanité. C'est en recapturant cette humanité que nous allons renaître, nous allons nous réinventer, selon Moudimbe. Après cette leçon magistrale, il y aura un moment d'offrande ou un moment d'offrir quelques présents, par exemple à Mme Ama Mazama qui nous vient de Guadeloupe. C'est le DG de la RTNC qui va faire ces présents. Le DG lui-même prendra la parole. Et puis viendra le moment le plus important, c'est-à-dire la lecture de la déclaration de Kinshasa et recommandation du colloque. Lecture qui sera faite par le professeur Grégoire Biyogo, le tout-puissant comme je l'appelle, et interviendra le mot de clôture par le conseiller principal du chef de l'État au Collège Culture, Art et Patrimoine. Donc, je souhaite que Monsieur le Président du comité d'organisation, vous puissiez passer ici prendre la parole. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Merci. Merci pour la parole. Excellences, Monsieur le conseiller principal, en charge du Collège Culture, Arts et Questions religieuses, et représentant personnel du chef de l'État. Monsieur le ministre provincial de la Culture,
du Tanganyika. Messieurs et Madame les conseillers du Collège Culture, Arts et Questions religieuses, Monsieur le secrétaire général, haï et représentant de Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Monsieur le directeur général, haï de la radio-télévision nationale congolaise, Monsieur le secrétaire exécutif de l'Organisation des politiques culturelles d'Afrique, Monsieur le secrétaire exécutif du CERDOTOLA, Messieurs et Mesdames, le représentant de musées provinciaux, Mesdames et Messieurs les conférenciers et participants au colloque scientifique international, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Aujourd'hui, 4 décembre 2021, se clôture à Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo, le colloque scientifique international consacré à la reconstitution des biens culturels et la Renaissance africaine. Une thématique qui est dans l'air du temps, dans la mesure où elle se conforme au thème du mandat de la présidence de l'Union africaine, qui se décline comme suit: art, culture et patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. C'est pourquoi, fort de notre engagement dans la promotion de la culture et de l'action muséale, nous, les amis du musée de l'héritage et de la diaspora, en sigle, en collaboration avec les collèges Culture, Arts et Questions religieuses, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine et le panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à la présidence de l'Union africaine, nous avons jugé opportun d'accompagner son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dans l'accomplissement de son mandat comme président de l'Union africaine. Mandat que nous, opérateurs culturels, scientifiques et chercheurs du continent africain, jugeons déjà très positif. C'est pourquoi nous félicitons chaleureusement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en qui, en une année, a réussi à hisser sous son mandat la culture africaine à un niveau inestimable. Voilà pourquoi nous vous demandons, messieurs les conseillers principaux du chef de l'État, d'être notre interprète auprès du président de la République pour lui exprimer toute notre reconnaissance pour tant de sollicitude et de bienveillance à l'endroit des hommes et femmes des cultures d'Afrique et de la diaspora. Ensemble, pour lui témoigner notre soutien, nous sommes réunis ce jour ici à Kinshasa pour contribuer à la réflexion sur un des sujets de son plan d'action au titre de la mandature de l'Union africaine, en lien avec l'épineuse problématique de la gestion du retour du patrimoine culturel africain, spolié sous les colonisations européennes, en vue de reconstruire justement l'Afrique que nous voulons. À cet égard, qu'il nous plaise de saluer la présence parmi nous de plus de 100 participants parmi les scientifiques de haut niveau venus du continent africain, d'Europe et des Caraïbes, venus répondre à notre invitation. Au nom du comité d'organisation, j'aimerais leur souhaiter encore une fois
la bienvenue à Kinshasa tout en les remerciant de leur bienveillante disponibilité au point de défier la pandémie actuelle de la Covid qui n'aura pas eu prise sur leur engagement à servir la cause de la culture africaine. Je me réserve de me prononcer davantage sur les fonds de notre colloque pour éviter d'empiéter sur leur réduction et la compétence de tant d'experts et brillants esprits venus à Kinshasa pour nous livrer leur haut savoir sur la question. C'est le lieu de saluer davantage les chercheurs scientifiques, opérateurs culturels, spécialistes de musées et autres gestionnaires des institutions publiques pour tant d'informations inédites que nous attendons d'eux dans le cadre de la reconstitution des biens culturels et la Renaissance africaine. Voilà pourquoi je m'empresse à présent, Messieurs les conseillers principaux du chef de l'État, de vous présenter à nos distingués participants à ces colloques venus des 4 coins du monde, de Caraïbes, de l'Europe, ainsi que de la RDC. Comme cela a déjà été fait, à tous et à toutes, encore une fois, merci pour votre participation indéniable. Merci pour votre volonté avouée à ces colloques et merci pour tous les sacrifices consentis jusqu'à ce jour. Je vous remercie. Nous vous remercions aussi pour tant d'efforts dans la réussite de ces colloques. Et puisque le colloque doit prendre fin, nous demandons au professeur Charles Binan Bikoy, qui vient de Yaoundé, de passer ici pour nous faire sa leçon magistrale consacrée aux humanités africaines. Monsieur le conseiller principal, Excellence, Monsieur le représentant personnel du chef de l'État, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, chers frères africains. Dans le secteur de la culture, le débat semble désormais clos sur la capacité chez l'homme africain d'exprimer autre chose que la nécessité de son quotidien. Comme on le sait, cette thèse, systématiquement et progressivement portée en idéologie, est à la base des plus violentes forfaitures perpétrées contre le continent noir et ses populations, depuis plusieurs siècles, par les peuples qui ont dominé le monde. Cette thèse est le socle sur lequel s'est cimentée la bonne conscience du colonialisme et du racisme contre l'homme noir. Cette idéologie n'a pas daigné reculer dans la pensée européocentriste, même lorsqu'au début du XXe siècle, les biens culturels africains, indûment spoliés et illicitement exportés vers l'Europe et les Amériques, ont ébloui les meilleurs artistes du vieux continent en inspirant une véritable révolution dans l'esthétique et l'art occidental, notamment à travers le cubisme, le fauvisme, le surréalisme, et en assurant le succès puis la notoriété de nouveaux peintres et de sculpteurs devenus célébrissimes à l'instar de Matisse ou
Picasso. Hors de la terre d'Afrique, l'art africain a fait et fait encore le bonheur, la fierté et la richesse de nombreux collectionneurs, de nombreuses institutions culturelles, de nombreux marchands d'art, de nombreux chercheurs. Dans le même temps, en Afrique même, force est de relever que ce vaste patrimoine reste généralement ignoré pour ce qu'il est réellement, tant des gouvernements que des peuples eux-mêmes. Du coup, le pillage des biens culturels africains n'a guère cessé de prospérer, tandis que la valeur de ces biens ne profite qu'à ceux qui ne les ont pas produits et qui continuent de les présenter sous des labels consacrés par la péjoration, les arts primitifs, les arts premiers, les arts sauvages et que sais-je encore. En choisissant de placer l'année 2021 sous le thème Art, culture et patrimoine, levier de l'Afrique que nous voulons, levier pour construire l'Afrique que nous voulons, l'Union africaine s'est résolument engagée dans une perspective originale, celle de la modernisation et de la professionnalisation du secteur culturel africain. Cette perspective invite décidément à revisiter et à profiler les stratégies porteuses de progrès dans cet important secteur. L'on y voit défiler tour à tour les préoccupations liées aux instruments juridiques, au renforcement des infrastructures, aux différents partenariats, à la promotion des industries culturelles, à la mise en œuvre des conventions internationales, singulièrement la convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, enfin à la vitalisation de la charte de la renaissance culturelle africaine. C'est dans ce contexte que surgit la montée en force des humanités africaines. Dans le cadre d'une crise, au sens positivement opportun du terme, c'est-à-dire d'une situation de tension, dont la résolution apporte des avancées significatives. Cette tension se manifeste par un certain rejet et un retour des humanités. Le rejet relatif est perceptible et parfois de manière spectaculaire dans des décisions récentes de certaines institutions du savoir, très emprises sur les systèmes d'idées et les ensembles pratiques du capitalisme tardif. Il en est ainsi de ces presses universitaires américaines, californiennes en particulier, qui ont opté pour ne plus éditer des ouvrages relevant des disciplines des humanities et pour se consacrer à des domaines plus rentables. Ainsi également de la décision de fermeture de départements ou facultés des disciplines des humanités par certaines universités japonaises pour des raisons similaires. Elles ne les jugent pas ou plus assez utiles. Et certains pays africains n'ont pas tardé à suivre, comme d'habitude. On ferme des départements des humanités. D'autre part, et au demeurant, le retour des humanités en cours est concomitant à la globalisation du système universitaire anglo-saxon qui est caractérisé au niveau des études fondamentales par une dominance des arts libéraux. Dans ce cadre, et au-delà la traduction des humanities et l'attention sur les problématiques liées conduisent les universités des pays latins et d'autres à réinventer des cursus d'humanité comme partie intégrante fondatrice du socle commun dans le premier cycle. Elle constitue alors un pôle pluridisciplinaire ou un ensemble de disciplines articulées autour de l'être classique et moderne, des langues et de la philosophie, parfois avec des éléments d'histoire, d'anthropologie et de linguistique sur le modèle diopien, Cheikh Anta Diop,
avec dans les pratiques créatives des phénomènes syncrétiques et de colangage. Compte tenu du rôle, de l'intention originelle et de la portée des humanités, cette triple dynamique du rejet relatif des humanités, de leur retour et surtout de la montée des humanités africaines s'accompagne le plus souvent de réflexions capitales sur l'avenir des cultures et des sociétés. C'est dans cet ordre projectif et au regard de cet enjeu que prend sens toute élaboration sur les déclinaisons opérationnelles et la téléologie des humanités africaines, et tout plaidoyer en leur faveur aussi. Un tel plaidoyer devient alors plaidoyer pour des humanités authentiques et authentiquement humaines. C'est la raison pour laquelle je crois devoir et surtout pouvoir me permettre d'avancer la proposition faite dans le titre de cette leçon, que seuls, c'est le titre de la leçon, seules les humanités africaines pourront sauver les humanités, et dans le processus de façon nécessaire, au sens causal, soutenir la reconstruction de ce que les humanités dominantes des 5 derniers siècles ont détruit, de par leur essence qui se résume à de l'ethnocentrisme héroïque. Voilà le titre de la leçon. Est-ce que les humanités africaines sont capables de sauver seules les humanités, tout court? Je me propose de soumettre à notre réflexion une exploration programmatique sur 3 points d'ancrage en rapport avec cette nécessité dont les problématiques essentielles sont à la fois cognitives et praxéologiques. Il s'agit de mettre en perspective les humanités, non seulement dans leur vérité effective, mais aussi et surtout, ici, dans ce que l'on devrait significativement appeler leurs effets fondateurs et enfin, concernant les humanités africaines, leurs effets reconstructeurs pour la condition humaine, effets pour lesquels elles semblent avoir rien moins qu'une destinée manifeste à condition que nous soyons à la hauteur de la tâche visant leur reconstruction téléologique dans ce sens. Ces 3 dimensions, c'est d'abord l'être au monde de l'homme, tel que conçu et réalisé par et avec les humanités. C'est ensuite le potentiel, correctif pour cet être au monde catastrophique dont sont porteuses les humanités africaines. C'est enfin la convivialité, non seulement entre les humanités, désormais qualifiées et dès lors plurielles, et la convivialité des hommes parmi les sociétés. Regardons la première dimension, l'être au monde et le paradigme perdu de l'unicité, la dignité et l'universalité de l'homme. Examinons l'être au monde du point de vue de la tâche envisagée dans l'hypothèse de la reconstruction des humanités et de l'humain par les humanités africaines, revient à partir du paradigme humaniste perdu par les humanités avant de pouvoir projeter sa reconstruction et l'inversion de ses effets destructeurs par les humanités africaines. Cela consiste, en d'autres termes, pour se saisir de cet enjeu, à reconstituer le projet des humanités ou les humanités en tant que projet, celui de l'être au monde de l'homme, dont l'échec conduira à l'impératif de le reconstruire à partir de l'Afrique. Le processus de perte de leur paradigme intentionnel par les humanités se résume par le parcours catastrophique de leurs idées et surtout de leurs pratiques qui ont dévié des ambitions émancipatrices pour s'abîmer dans les carnages que l'on sait, notamment ceux du XXe siècle, qui en sont un corollaire rétrospectivement nécessaire
inévitable. C'est le parcours de la raison dans l'histoire, de l'abandon du projet articulé autour du triptyque unicité, dignité, universalité de l'homme. De fait, dans leur berceau du XVIe siècle, les humanités, en tant que projet, partent du caractère unique de l'homme parmi la création et de distinction de ses œuvres et ses signes par rapport à ceux attribués au créateur putatif des êtres inertes et inanimés. C'est le projet de développement de l'être créateur de civilisation. Quelle que soit sa longueur, quelle que soit la longueur des éclipses, affirme avec justesse la philosophie de la Renaissance, l'on peut retrouver et reconstruire ces civilisations en y accédant et en s'en imprégnant par les textes et la connaissance des grands penseurs. Les savants et écrivains ne peuvent alors qu'être férus d'antiquité, ici grecque et romaine, posée comme fondatrice de la civilisation avec grand L et avec grand C. L'homme, cet être unique, a un certain nombre d'attributs communs à tous les membres de l'espèce. Il est capable, par lui-même et à lui seul, de parvenir à cette élévation et à la transcendance, y compris sans Dieu, d'où le parti de se distancier des littérés divines ou sacrés pour distinguer les littérés humaniores et prendre résolument leur parti. La pratique des textes et des auteurs, ainsi que le contact avec des civilisations fondatrices qu'elle permet, l'exercice de la traduction, de l'imitation et de la composition, confèrent le goût, le sens critique, la capacité de jugement personnel et l'art de s'exprimer oralement et par écrit conformément aux normes reçues. Cet homme, avec grand H, est donc aussi et surtout universel. Il s'accomplit au travers de l'apprentissage de ses humanités par une éducation qui est tout à la fois esthétique et rhétorique, mais aussi morale et civique. Véritable nanus positus super humeros giantis, il peut appliquer sa raison et sa sensibilité, inspirer des anciens pour bâtir la modernité et aider à dépasser la condition limitative de l'homme, de tous les hommes. Les humanités et l'éducation que reçoivent ceux qui font les leurs, qui font leur civilisation, leur humanité, sont libérales au plein sens du terme. En les faisant accéder dès leur jeunesse au plus haut sommet de la pensée et de la création humaine, et en dehors de toute préoccupation immédiatement utilitaire, spécialisante ou professionnelle, elles préparent des hommes libres, imprimant sur eux la marque des membres d'une élite capable de diriger leurs semblables vers de plus grands accomplissements, en un mot, vers la civilisation. Mais c'est ici que l'ambition d'origine des humanités, dont l'essence et la téléologie étaient émancipatrices, va basculer, avec à la clé le sort fait d'abord aux autres hommes, avec l'homme africain comme l'autre absolu, du XVIe au XIXe siècle, et finalement à l'homme tout court. Mais encore une fois, pire à l'Africain depuis les carnages du XXe siècle. C'est donc en rapport avec l'homme africain et ses humanités que se pose et que mieux se poser et se résoudre la problématique de la déconstruction et de la reconstruction de l'être au monde, de l'homme, tel que façonné et façonnable par les humanités. Cela nous conduit à la deuxième dimension. Les humanités africaines au secours des humanités et de l'homme dans le monde. Fanon et Césaire ont brillamment résumé la problématique de la déshumanisation de l'homme et du monde au nom de l'homme des humanistes provincialistes emplis de morgue élitistes et bouffis de la prétention, à eux inculqués par leurs humanités, aux droits et aux capacités exclusives de civiliser le monde par ceux qu'héritiers du berceau gréco-romain de ce qui serait selon eux la civilisation.
Il y a des siècles, nous rappelle Fanon, qu'au nom d'une aventure de l'esprit humain, l'homme européen, et en particulier les bien-pensants bourgeois, ne cesse de massacrer l'homme partout où il le rencontre, précisément au nom de l'homme. Césaire constate de son côté qu'au bout du processus, le geste décisif n'ayant été que du pirate, de l'armateur, du tortionnaire et du garde-chiourme, eh bien, l'aventure n'aura nullement abouti ni à la pratique par les heureux bénéficiaires, ni à la propagation des valeurs véhiculées par les principaux manuels des humanités, dont le tricentenaire Selecte Profane Scriptoribus Historiae, ces valeurs que je rappelle, qui nous sont assénées encore comme des leçons partout où l'on peut bouger pour faire autrement, la justice, le courage, la modération, l'honnêteté, l'abnégation. L'aventure n'aura réussi que dans la mesure où elle a assuré le progrès lent, mais surtout sur de l'ensauvagement de l'Europe, au travers de l'ensauvagement par l'Europe du reste du monde et en particulier de l'Afrique. Le mouvement s'est abîmé dans le philistinisme absolu du capitalisme tardif et l'autodestruction de l'homme comme de sa planète. Non seulement l'homme n'est plus unique au sens ontologique des humanités dominantes que dans la mesure où il exerce sa capacité non plus de maîtrise des lois de la nature, mais de destruction de la vie. Mais son hubris provincialiste se retourne désormais même contre les anciens bénéficiaires de l'aventure avortée. Force est de constater, avec certains philosophes africains, la poussée tendancielle incoercible du devenir nègre du monde, cette situation où l'être au monde de l'homme est désormais d'être pris par les raids de la capture et la marchandisation de l'homme par l'homme, dont le nègre a été, au cours des siècles de triomphe du capitalisme, l'exemple paradigmatique. Civilisation ou barbarie, Cheikh Anta Diop aura conclu en appelant à une anthropologie sans concession, en d'autres termes, une réévaluation de l'être au monde tel que conçu et façonné par les humanités d'une part, et d'autre part la civilisation, l'aventure de l'esprit humain et l'être au monde tel que façonnable par les humanités africaines à partir du classicisme africain ayant pour référence la civilisation négro-pharaonique. De quel être au monde est donc porteuse la remontée en valeur humaine des cultures africaines sur le socle des origines plus lointaines de la civilisation humaine? S'il faut en effet sortir des humanités fondées sur l'exemplarité frauduleusement imposée des expériences contingentes pour les refonder à partir des origines réelles de la civilisation globale, le monde n'a pas de meilleur secours que les humanités africaines. Les raisons historiques, les raisons de principe et bien d'autres ne manquent pas à cet effet. Du point de vue historique, le classicisme égyptien n'est pas seulement la référence pour l'Afrique, mais aussi pour la Grèce et Rome, et partant un classicisme capable d'intégrer l'ensemble du monde des humanités, incluant toute la surface du globe, influencée par l'expansion de la tradition abrahamique qui n'a cessé de surdéterminer les humanités jusque dans leur laïcité, tradition dont l'origine ultime est la civilisation négro-pharaonique, et de ceux qui en ont été le plus exclus et qui en constituaient en réalité le centre marginal. Du point de vue du principe, une crise ne peut être résolue de façon pertinente, intégrale et soutenable qu'avec une référence privilégiée à son site de criticité maximale, soit dans ce cas l'Afrique. Les humanités africaines
fondée sur le classicisme égypto-nubien, tirant les leçons de l'histoire pour inverser le devenir nègre du monde, et à cet effet se déployant dans leur temporalité moderne et contemporaine par la production et la pratique appuyée sur les langues vivantes et les cultures dont ces langues sont des vecteurs, les cultures et les langues africaines, serait par essence inclusive de la téléologie et de l'axiologie pertinente des humanités et correctrice de par l'inclusion de ceux qui en étaient précédemment exclus. Du point de vue de l'être au monde, elles sont par nécessité causale, cathartiques pour la pathologie de l'autre absent que révèle le contrepoint. De ce fait, une des valeurs inévitablement caractéristiques des connaissances, de la sensibilité, des pratiques et des solutions qu'elles apportent, une des vertus aussi du type d'homme qu'elles sont le plus susceptibles de produire, c'est la convivialité. Ce qui nous permet de passer à la troisième dimension. Les humanités, on le sait, véhiculent les aspects les plus désirables de cette culture et de cette psychologie des adultes qui se transmet par le tronc commun de l'ensemble du système éducatif et plus largement formatif. Valeurs parmi les valeurs dont l'Afrique a aujourd'hui besoin dans son éthique sociale, dans son éducation et le type d'homme qu'elle doit produire pour révolutionner son être au monde et partant l'être au monde de l'homme tout court. La convivialité des humanités africaines se déploiera nécessairement sur deux plans d'exemplarité. Dans la logique intégrative précédemment étayée, c'est d'abord la convivialité des humanités multiples et celle ensuite entre cultures et sociétés. L'Europe, disons-le, a été incapable d'assumer et plus encore d'assurer l'unicité de l'homme et son universalité. Oui, l'Europe en a été incapable. Ayant échoué sur cette unicité pourtant réelle, par-delà les diversités de l'unique race humaine de l'histoire et de la civilisation, l'Homo sapiens, eh bien, l'Europe a encore plus échoué à imposer l'unicité factice, celle-là, des humanités qui furent frauduleusement ramenées à son classicisme gréco-romain à l'exclusion de toute autre civilisation. C'est dans les temps même du triomphe des humanités que l'on a senti le besoin de les qualifier et dès lors d'en révéler la multiplicité coextensible à celle des qualificatifs. En effet, puisqu'il n'y avait par définition d'humanité européenne que classique jusqu'au XIXe siècle, d'où une exacte coïncidence entre humanité, entre guillemets, et études classiques, entre guillemets, dès lors que l'on a qualifié les humanités de classiques, au-delà de la redondance, on a reconnu, et tantôt ipso facto, tantôt incidemment, on a institué la multiplicité des humanités. Elles étaient alors classiques, modernes, nationales, scientifiques, et cela peut continuer encore. Aujourd'hui, la diversité et le potentiel reconstructeur de l'inclusivité des humanités africaines apparaissent indéniables et incontournables dès lors que l'on les met en perspective en constatant que les humanités africaines incluent les humanités européennes alors que ces dernières, hégémoniques, excluent les humanités africaines, qu'elles nient même leur existence, voire tout simplement jusqu'à leur possibilité. Les humanités africaines sont donc le lieu de cohabitation conviviale et hétérotique des humanités multiples, y compris nationales, régionales, scientifiques, modernes, classiques, techniques, technologiques, digitales, et que sais-je encore. Dès lors, le modèle d'homme qu'elles pourront générer ne pourra être que celui à qui
rien d'humain ne pourra véritablement être étranger, pour paraphraser l'ancien poète latin Terence. Oui, dès lors, le modèle d'homme que pourront générer les humanités africaines ne pourra être que celui à qui rien d'humain ne pourra véritablement être étranger, la convivialité des cultures et des sociétés dans son conditionnement étant consubstantielle à son être. La réorganisation décisive des humanités africaines qui se profile à l'horizon mérite d'être soutenue par le monde entier. Bien sûr, elle ne le sera éventuellement que par les Africains, tant elle présente un double atout pour la reconstruction de la convivialité, voire la réinvention de l'inclusion au plan africain et mondial. Dans leur textualité et leur pratique, elles ne pourront qu'obéir aux principes fondateurs de normativité et de conditionnement de la sensibilité, selon lequel seuls des comportements exemplaires méritent d'être valorisés. Par leur ancrage égypto-nubien, elles remonteront pour cette exemplarité à des illustrations suffisamment anciennes, mais aussi plausiblement récentes et partagées par les habitants de toute la surface du capitalisme et de l'islam pour générer des images et des modèles d'hommes de tolérance, de justice, de bravoure et de convivialité héroïque fédératrice, à l'instar d'un certain Mansa Moussa, africain et musulman, dont l'ordre sera allé jusqu'à financer la jeune Renaissance et donc les humanités en parturition après la grande peste qu'a connue l'Occident. Mansa Moussa était malien. En remontant davantage le temps et de ce fait, en élargissant l'espace commun des héritiers de leur civilisation fondatrice, les humanités africaines, plus intégrantes que toutes, sont également celles qui pourront présenter, générer, élaborer ou mettre en perspective des mythes fondateurs les plus largement partagés. Ces mythes fondateurs, à la fois des sociétés, des arts, des sciences, des mystiques, des idéologies et des philosophies, ne pourront ériger ces régimes de savoir, ces ensembles pratiques et jusqu'aux dispositifs pulsionnels que dans l'inclusivité et la convivialité. La reconstruction des mythes fondateurs communs, y compris des sciences sociales et de toutes les sciences, permettrait de générer une culture humaniste véritablement universelle et des hommes conditionnés à la convivialité entre toutes les catégories. Et c'est ici qu'apparaît un paradoxe par lequel je souhaite sortir de cette exploration dont j'avoue et reconnais qu'elle est faite à grands traits. Le paradoxe, c'est le potentiel conflictuel de la relation du même au même. Le potentiel conflictuel de la relation du même au même qui requiert une attention particulière en rapport avec la convivialité entre catégories nationales et subnationales en Afrique. L'existence d'une unité culturelle de l'Afrique noire n'a pas empêché et n'empêche pas le déficit de convivialité que nous connaissons, ce mélange complexe juxtaposant l'hospitalité et l'hostilité qui culmine trop souvent dans la guerre du même contre le même, dont les études polémologiques ont établi qu'elle est souvent la guerre la plus atroce. Au-delà des socles indéniables, donc, il y a, pondéreuse, la question de leur activation stratégique pour garantir la convivialité. En ce sens, doit-on considérer que les humanités africaines pour l'Afrique, c'est plus important à moyen terme que les humanités africaines pour le monde? Ou est-ce en visant le monde que l'Afrique pourra, par la restructuration de sa perception et de sa représentation d'elle-même, avec ses entités constitutives appelées à la convivialité et des altérités stratégiquement définies,
réussir à transformer ces ensembles labiles actuels en ordre stabilisé, il est impératif de répondre autant aux questions d'élaboration et d'institutionnalisation des humanités africaines d'une part, qu'à celles d'autre part de leur activation téléologique pertinente. Il peut y avoir, mesdames et messieurs, il peut y avoir des sous-développés, comme on a dit, comme on a qualifié certains peuples et certaines régions du monde. Il peut y avoir des sous-développés en matière d'accumulation économique et technologique. Il n'y a point de sous-développés dans le domaine de l'intellect et de la culture. Car le cerveau des hommes, ainsi que leur aptitude à déployer l'intelligence et la créativité, sont incontestablement le dénominateur commun de l'humanité. Fort de cette évidence, nous pouvons affirmer ici, à Kinshasa, que le temps est venu de changer de paradigme dans la gouvernance des êtres et des biens sur la planète Terre. L'Afrique doit y contribuer résolument, définitivement. Elle doit y contribuer sans complexe. Nous l'avons vu tout au long de ces jours de colloque. Ce sont les humanités occidentales qui ont inspiré la construction de la civilisation qui domine, mais qui paradoxalement aussi écrase le monde depuis 3 siècles. Or, ce monde qui étouffe, à l'instar de George Floyd, sous le genou de puissants policiers, ce monde qui étouffe a besoin de respirer un air nouveau, enchanteur, un air libéré de 3 siècles de pollutions multiformes. Seules les humanités africaines, pensons-nous, peuvent ramener ce supplément d'âme tant recherché. Cela exige évidemment des hommes et des femmes d'Afrique de composer avec quelques prérequis dont le moindre n'est pas de sortir de la pensée et de l'agir par procuration. En réalité, il s'agit de compléter le discours et l'abondance du logos des intellectuels africains, souvent prompts à répéter les leçons reçues des maîtres, de leurs maîtres, sur les bords du Potomac, de la Sorbonne, du Tibre ou de la Tamise. Il s'agit de compléter le discours et l'abondance du logos des intellectuels africains pour s'engager dans une praxis raisonnée et systématisée par les Africains eux-mêmes. Tel est l'enjeu, tel est le défi. Tel est le défi auquel nous invitent les humanités, la reconsidération et la mise en perspective des humanités africaines. Notre colloque, le colloque scientifique international de Kinshasa, constitue un tournant à cet effet dans la reconstitution des patrimoines spoliés, dans leur reconsidération et pour la renaissance de l'Afrique tout entière. Nous disons merci ici, une fois de plus, au président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine. Nous lui disons merci de nous avoir offert cette tribune historique pour servir encore l'Afrique que nous aimons par le biais de nos humanités. Parce que avec les humanités africaines, si un certain nombre de prérequis sont pris en compte dans la perspective globale que nous dessinons, il s'agira pour les intellectuels africains, puisque le colloque était celui des scientifiques, d'abord, diriger nos aspirations en système, nos volontés en système,
nos comportements en système, nos pratiques en système. Il s'agit de structurer la renaissance autour des systèmes ainsi reconstitués, nos systèmes éducatifs propres, nos systèmes de santé, nos systèmes de production, nos systèmes de communication, nos systèmes de culte et notre spiritualité, nos systèmes de gouvernance, nos systèmes de lecture de l'histoire globale de l'humanité. Enfin, sur la base de ces deux ensembles de prérequis, il s'agira d'infrastructurer véritablement le développement de l'Afrique par nos systèmes de recherche véritablement endogènes, nos stratégies d'intégration, nos forces et nos acquis libérés endogènes, de sorte que la sortie du discours débouche sur l'agir pour, au nom et par les Africains eux-mêmes, dans la prise en compte, la prise en main du destin de l'Afrique et de l'humanité dans le monde. Je vous remercie de votre attention. Professeur Charles Binam Bikoy, nous vous remercions pour cette leçon de clôture, une leçon très savante qui met en exergue les conditions de possibilité des humanités africaines de sauver le monde. Parce que les humanités occidentales qui ont abouti à une raison instrumentalisée a fini par mettre le monde en carnage. On connaît la traite négrière, on connaît la colonisation et toutes ces brimades que nous subissons. C'est à partir de cette raison instrumentale occidentale et qu'au jour d'aujourd'hui, c'est nous les Africains, avec notre classicisme égypto-nibien, comme disait Seik Anta Diop, qui allons donner au monde la cohabitation conviviale, qui allons donner au monde, n'est-ce pas, les conditions de possibilité d'une humanité intégrative, celle qui a été niée longuement par l'Occident, malgré l'homogénéité, n'est-ce pas, génétique de l'homme. Donc, merci beaucoup, professeur. Je crois que c'est une leçon à retenir pour nous, les Africains, parce que la Renaissance, c'est aussi la renaissance de notre estime de soi, la renaissance de notre potentiel à donner au monde des choses neuves. Je vais donc donner la parole au DG de l'RTNC, notre hôte, celui qui nous accueille, parce qu'il va offrir quelques présents, n'est-ce pas, et puis faire un mot. Monsieur le DG, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Monsieur le conseiller principal, représentant du chef de l'État, chers frères africains, mesdames et messieurs, distingués invités, j'adresse d'abord mes remerciements au président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a tenu à ce que ces colloques soient une réalité. Il vient de réaliser son rêve, celui de mettre l'Union africaine au service des peuples africains. Je tiens aussi à vous remercier pour votre présence dans cette salle. Maman Angebi, de la radio-télévision nationale congolaise, pour assister à la clôture du colloque scientifique international sur la reconstruction des biens culturels et la Renaissance africaine. Distingués invités, je n'ai pas beaucoup à vous dire, mais je vous adresse quelques mots d'un grand Africain décédé. Il s'agit de Don Kodjo. Dans son livre « Et demain l'Afrique », il écrit ceci. L'histoire enseigne que maints hommes d'État
et des sciences ont rêvé à de grandes ambitions pour leur peuple et agi pour forcer le destin au cours de leur aventure terrestre à travers leurs luttes politiques et leurs démarches intellectuelles. Il doit en être de même pour l'Afrique qui, face à un monde en pleine mutation, au redéploiement des forces de la planète, à l'émergence de la société bioinformatique de demain, doit opérer une indispensable renaissance pour apparaître comme une force essentielle à l'établissement d'un véritable équilibre sur la Terre. L'Afrique doit devenir le centre d'impulsion d'une nouvelle destinée du monde et prendre part à la géopolitique mondiale, non plus comme un objet de l'histoire, mais comme un acteur de premier plan dans l'ordre international. Fin de citation. Pour clore mon propos, voici ce que le penseur camerounais Ebussi Boulaga, décédé, ce qu'il a confié à un penseur congolais, Kamana. On s'est rencontrés à Bafoussam. Boulaga dit à Kamana ceci: si le Congo s'éveille, toute l'Afrique ressuscitera. Donc, il est temps que les élites africaines lisent les signes des temps. Il est temps que les élites africaines tirent les leçons de l'histoire. Il est temps que les élites africaines se mettent du bon côté de l'histoire. Je vous remercie. Oui, j'allais oublier. Faut pas oublier. Vous savez, il y a notre sœur. Ça fait 4 siècles. Ses arrière-parents étaient déportés. Je préfère lui donner un petit cadeau au nom de la RTNC et du Congo et de l'Afrique, pour qu'on ne l'oublie pas. Madame, vous pouvez venir. Ok, ça va. On peut se mettre comme ça. Oui, ces tableaux, c'est mon collaborateur Mutoke, qui travaille chez nous, mais qui est peintre. Bon, quand j'ai vu madame, j'ai dit, dis-moi, reviens. Il faut quand même, en retournant, qu'il transmette aux ancêtres que l'Afrique n'a pas oublié ses frères et ses sœurs, et qu'il est important aujourd'hui qu'on essaye de se mettre debout, que toute la diaspora africaine ne puisse pas oublier l'Afrique. En tout cas, madame, prenez ces cadeaux avec beaucoup d'amour pour transmettre les messages à nos frères de Guadeloupe et de l'Amérique. Je ne sais pas, il y a encore mon ami Kabongo qui avait un livre à vous donner. Juste un petit livre pour notre sœur Ama Mazama, qui a écrit beaucoup sur l'Afrique, sur les spiritualités africaines. Voilà, un petit livre que j'ai écrit sur Cheikh Anta Diop. Merci beaucoup. Voilà. Il y a aussi un livre pour Madame Clémentine Zouzi. Madame Clémentine, vous pouvez venir aussi. Oui. Vous portez un amour particulier pour l'éducation nationale. Et même Bika Kalanda était lui aussi porté un amour particulier pour l'éducation des Congolais. Je pense que vous allez vous retrouver ensemble. Voilà. C'est une étude sur Mebika Kalanda. J'ai sorti chez l'Armatan. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci. Je ne l'avais pas. Oui. Nous allons offrir aussi un livre au conseiller principal du chef de l'État, puisqu'il s'occupe de la culture et des arts. Oui. C'est ça. Non, mais c'est avec beaucoup d'amitié. Vous avez réussi un très grand colloque. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fait. Si on peut donner quand même la parole. Oui, voilà. Je voudrais vraiment dire merci du fond du cœur.
Venir au Congo, c'était vraiment quelque chose de très spécial pour moi parce que, comme je le disais hier, j'ai toujours senti une affinité particulière avec cette terre-là. Je suis très émue, je dirais simplement ceci. On nous a enlevés d'Afrique, mais on n'a pas enlevé l'Afrique de nous. Sachez que nous sommes Africains et que nous n'oublierons jamais l'Afrique. Et je vous remercie vraiment beaucoup. Alors, merci beaucoup. Ce sont les amis de la fausse centricité des Amazama. Donc, nous demandons au professeur Bilolo, professeur, venez pour tous. Vous allez accompagner le Grégoire Bioga pour lire la déclaration de Kinshasa. Vous pouvez vous mettre ici. Professeur Grégoire Bioga, venez pour lire. Vous ne serez pas seul. Oui, vous aussi. Oui, ok. Ainsi que les rapporteurs des groupes de table ronde. Ça, c'est Pinipini qui est venu demander. Professeur Bido, venez. Et Madame, les intervenants, quoi. oui. Venez. Oui. Tous les professeurs qui avaient pris la parole sont invités à accompagner la lecture de ces déclarations de Kinshasa. Oui, oui. Il n'y a pas beaucoup de place. Qu'est-ce qui se passe? Venez, professeur. Venez. Et voilà. Oui, je l'installe. Voilà. C'est bon. On sait beaucoup de vous. Ça va vous fatiguer? C'est bon. Il faut enlever le masque. Oui, c'est vrai. Comme ça sera plus équilibré. C'est pour faire la déclaration. Il faut commencer là. Les délégations, vous d'ailleurs. C'est plaisir. C'est une place à la petite. C'est à côté du professeur.
Ce texte final s'articulera autour de 3 points. Les 5 principaux résultats de ce colloquium international, 13 recommandations et 23 résolutions. Les résolutions ne seront pas lues in situ, mais remises à la discrétion du conseiller principal représentant du chef de l'État. Nous lisons essentiellement les 2 premières articulations, en l'occurrence les 5 résultats et les 13 recommandations. Déclaration finale du colloque scientifique international de Kinshasa du 2 au 5 décembre 2021. Au terme de ces assises solennelles portant sur la reconstitution des biens culturels et la Renaissance africaine, auxquelles ont pris part une 50aine d'experts, d'universitaires et de savants issus du continent africain, de la diaspora et du reste du monde. Les participants ont salué l'opportunité et la pertinence de cette initiative historique du Collège Culture, Arts et Questions religieuses qui s'est tenue sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine. Étant entendu que les travaux ont été suivis de bout en bout par le conseiller principal du Collège Culture, Arts et Questions religieuses et représentant personnel du chef de l'État, mais aussi par les autres proches collaborateurs du chef de l'État, entre autres les conseillers, et enfin par son Excellence, Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Les 10 travaux s'étant déroulés dans un climat de franche convivialité et d'émulation intellectuelle. 5 grands axes s'en sont dégagés. 1. Le caractère exceptionnel et irremplaçable du patrimoine culturel comme l'expression de l'être au monde, de l'homme avec grand H, africain. 2. L'urgence de la restitution de ces biens culturels comme pierre angulaire de la Renaissance africaine. 3. La dimension stratégique qui garantit l'infrastructure, l'éducation, la conservation et la circulation de ces patrimoines culturels. 4. L'urgence pour tous de s'approprier les instruments communs adoptés par l'Union africaine, entre autres la Charte de la Renaissance culturelle africaine et l'Agenda 2063. Et enfin, 5, l'impératif catégorique de sortir de l'illusion selon laquelle l'Afrique peut sortir et atteindre son émergence
sans le recours à son patrimoine culturel et politique du développement subséquent. De la sorte, les 13 recommandations suivantes ont été formulées. Recommandation numéro 1. Le colloque recommande une implication plus grande des chefs d'État dans l'arbitrage budgétaire des 55 États membres de l'Union africaine. 2. Le colloque recommande aux gouvernements africains de poursuivre en commun les négociations sur la restitution du patrimoine culturel africain en cours. 3. Il en est ainsi de la construction des infrastructures muséales, de l'aménagement, la protection et la conservation de ce patrimoine culturel africain. 4. L'institutionnalisation d'une journée panafricaine de célébration culturelle. 5. L'introduction du modèle culturel africain dans l'enseignement, la communication et dans les pratiques politiques avec un accent particulier sur les langues africaines. 6. En ce qui concerne la question de l'interlocuteur autorisé, le colloque recommande la mise en place d'une commission nationale chargée de la reconstitution et du rapatriement des biens culturels spoliés, composée des scientifiques et représentants de l'autorité traditionnelle, de la société civile et de la diaspora. 7. Le renforcement des capacités pour la gestion adaptée, l'animation et la promotion de l'ensemble de ces biens culturels. 8. La transmission de ces savoirs endogènes par l'éducation et la formation permanente. 9. La construction des laboratoires sophistiqués et autonomes favorisant l'introduction de ces patrimoines culturels dans la recherche scientifique tout azimut. 10. Le financement autonome des centres et institutions ayant en charge la sauvegarde, la protection et l'avenir de ces biens culturels. 11. La mise en place d'un cadre légal en faveur de la restitution d'une part et de l'autre de la lutte contre le piratage et le trafic illicite des biens culturels. 12. L'organisation tournante d'un colloque scientifique permanent dans toutes les régions d'Afrique en vue d'harmoniser les différents inventaires mis en place pour la durabilité de cet important patrimoine. Et enfin, numéro 13, la promotion de l'éducation et de la recherche dans les langues africaines, véhicule de la culture, de la mémoire et de l'intégration africaine et diasporique, fait à Kinshasa le 4 décembre 2021. Je vous remercie.
Merci. Il y a encore. Donc on va remettre la déclaration de Kinshasa au conseiller principal du chef de l'État au Collège Culture, Arts et Questions religieuses. Merci. Ces recommandations ont été lues par le professeur Grégoire Biego, le Tout-Puissant comme je l'appelle. Donc, vous savez que ce colloque a été tenu sous le patronage, le très haut patronage du président de la République lui-même, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas prendre fin sans le mot, n'est-ce pas, de la fin du conseiller principal du chef de l'État au Collège Culture, Arts et Questions religieuses. Monsieur le conseiller, pouvez-vous venir pour votre mot de clôture? Monsieur le conseiller, merci. Mes chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous voici arrivés à la fin des travaux du colloque scientifique international sur la reconstitution des biens culturels et la Renaissance africaine. Je voudrais, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exprimer la gratitude de notre pays et de l'Afrique à tous et à chacun d'entre vous pour l'abnégation, l'assiduité et le dévouement dont vous avez fait montre tout au long de ces travaux. Nous nous sommes retrouvés des 4 coins de l'Afrique et du monde et avons pu tenir nos assises dans un climat de paix, de grande franchise et de cordiale fraternité. J'ai apprécié la qualité des interventions, la force de votre engagement, la richesse des débats et la pertinence des recommandations qui ont été formulées. Votre participation nombreuse et assidue tout au long de ce colloque nous montre combien est vif et motivé l'intérêt que vous portez aux activités scientifiques et culturelles que le pays organise et anime pour répondre toujours mieux à la préoccupation africaine au sujet d'une actualité axée sur la restitution de biens culturels africains. Au cours de ces débats,
j'ai noté une caractéristique essentielle relevée par la plupart des intervenants: la sacralité des œuvres d'art de l'Afrique traditionnelle et ancestrale. Caractéristique d'autant plus importante que les œuvres d'art de l'Afrique traditionnelle et ancestrale sont chargées d'une énergie spirituelle très loin des prétentions et jeux esthétiques des arts modernes. J'ai noté également, au fil des interventions et débats, l'impérieuse nécessité de rétablir l'harmonie entre ces œuvres qui expriment l'ontologie africaine et les Africains eux-mêmes, dont plusieurs, envahis et assaillis par des connaissances et croyances étrangères, ont perdu ce lien avec un art et des œuvres d'art qui nous rattachent à Dieu et à nos ancêtres, et qui, en même temps, structurent notre identité et notre personnalité. De ce point de vue, même si la tâche reste encore immense, ces travaux ont le mérite d'avoir suscité un éveil de conscience et balisé le chemin pour un processus de retour non seulement des biens culturels, mais encore des valeurs qu'elles expriment. Ici aussi s'est manifestée, au fil des débats, l'unité de l'Afrique dans sa riche diversité culturelle. Au-delà des diversités linguistiques et rituelles, nous demeurons l'Afrique des valeurs, un seul peuple qui profondément aspire à l'harmonie et à la paix sous les regards incitatifs et accompagnateurs de nos ancêtres qui nous rassurent à travers nos œuvres d'art et autres biens culturels. Nous avons pris ici l'élan de cette élévation qui supplantera les antivaleurs de division, de guerre et de haine qui détruisent l'identité africaine pour faire de la culture un levier de développement selon le vœu de toute l'Afrique qui est porté à ce jour par le président en exercice de l'Union africaine. Je ne puis terminer ce mot de clôture sans réitérer mes remerciements à tous les membres du panel, du Collège Culture, Arts et Questions religieuses, du comité scientifique et à chacun des intervenants qui se sont impliqués dans la réussite de ces travaux et former le vœu que tous les Africains s'approprient les processus irréversibles de restitution, reconquête ou retour des biens culturels sur la terre de nos ancêtres et que nous soyons tous ensemble et désormais auteurs de l'histoire glorieuse de l'Afrique. Au nom de tous les participants, je tiens à remercier de façon particulière le directeur général ad intérim de la radio-télévision nationale congolaise, M. Freddy Mulumba Kabouaï, pour avoir accordé au colloque ce mythique espace hautement culturel,
tout en diffusant les assises sur les ondes de la chaîne nationale, nous permettant ainsi de partager ces temps forts avec des millions de Congolais, des Africains et de la diaspora. Sur ce, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, je déclare clos les travaux du colloque scientifique international sur la reconstitution des biens culturels et la Renaissance africaine. Je vous remercie. Merci. Tout est bien qui finit bien, mais il y a aussi des photos souvenirs à faire. Et je crois que je vais demander au président du comité d'organisation de voir ce qu'il a prévu à cet effet.